Le jour n'avait pas encore totalement pris possession de Montpellier lorsque la mer, d'ordinaire paisible à cette heure matinale, devint le témoin silencieux d'un événement qui allait bouleverser bien plus que le simple équilibre d'une journée ordinaire. La plage, encore déserte, baignait dans une lumière froide et diffuse qui donnait au paysage un aspect presque irréel, comme suspendu hors du temps, et c'est précisément dans cette atmosphère figée qu'un drame venait de s'inscrire, sans éclat mais avec une gravité profonde. Un promeneur solitaire, venu chercher le calme du littoral, aperçut une silhouette étendue près de l'eau, et ce qui aurait pu passer pour une scène anodine prit rapidement une dimension inquiétante à mesure qu'il s'approchait. L'immobilité du corps, l'absence de réaction au bruit des vagues, ainsi que la posture anormalement rigide de cette femme étendue sur le sable firent naître en lui une angoisse immédiate, presque instinctive, qui ne laissait place à aucune ambiguïté. En quelques secondes, l'évidence s'imposa avec une brutalité glaciale. Il ne s'agissait pas d'un simple malaise ni d'un moment d'égarement, mais bien d'une mort qui venait de survenir dans des circonstances encore indéterminées. Lorsque les secours arrivèrent sur place, la scène changea radicalement de nature, passant d'un espace isolé à un périmètre d'enquête rigoureusement encadré, où chaque détail était observé, relevé et analysé avec une précision méthodique. Les premières constatations effectuées sur le corps révélèrent l'absence de signes visibles de violence, aucun hématome marquant ni trace évidente de strangulation, ce qui laissait planer un doute profond quant aux circonstances réelles du décès. Cette absence d'indices apparents compliquait immédiatement la lecture de la situation, ouvrant la porte à plusieurs hypothèses sans qu'aucune ne puisse être privilégiée avec certitude. C'est dans ce contexte que Manu Léoni et Aude Ruiz prirent en charge les premières étapes de l'enquête, adoptant cette posture caractéristique des enquêteurs confrontés à une scène encore vierge de réponses mais déjà saturée de questions. Leur attention se porta autant sur le corps que sur l'environnement immédiat, car dans ce type de situation, le moindre détail, aussi insignifiant puisse-t-il paraître, pouvait se révéler déterminant pour la suite des investigations. L'intervention du médecin légiste, Hugo, confirma rapidement que le corps ne présentait pas de lésions externes significatives, ce qui renforçait l'incertitude globale de l'affaire. L'absence de violence visible n'écartait en rien l'hypothèse d'un homicide, mais elle imposait une prudence extrême dans l'interprétation des faits, obligeant les enquêteurs à envisager simultanément plusieurs scénarios, une noyade accidentelle, un suicide ou un acte criminel soigneusement dissimulé. Très vite, l'identité de la victime fut établie, révélant qu'il s'agissait d'Isor, une maître de conférences respectée dans le milieu universitaire, dont la vie semblait jusqu'alors exempte de toute controverse majeure. Cette découverte ajouta une dimension supplémentaire à l'affaire, car la personnalité de la victime ne correspondait pas immédiatement aux schémas habituels associés à ce type de drame. Isor était décrite comme une femme discrète, investie dans son travail, sans conflit apparent ni comportement à risque, ce qui rendait son décès d'autant plus difficile à expliquer. Cependant, la réaction de ses proches vint rapidement orienter la perception de l'enquête vers une direction plus sombre. Ses parents, confrontés à la réalité insoutenable de la perte de leur fille, rejetèrent catégoriquement l'idée d'un suicide, affirmant avec une conviction presque instinctive qu'ils n'auraient jamais mis fin à ses jours. Cette certitude, bien qu'émotionnelle, pesa immédiatement sur l'enquête, car elle introduisait un doute sérieux quant à la version la plus simple des faits et poussait les enquêteurs à approfondir davantage la piste criminelle. Dans le même temps, Baker prit connaissance des premiers éléments du dossier et comprit rapidement que l'affaire nécessitait une approche rigoureuse et structurée. Conscient des enjeux potentiels, il encouragea ses équipes à ne négliger aucune piste, tout en envisageant la possibilité de lancer un appel à témoins afin d'élargir le champ de l'enquête et d'obtenir des informations complémentaires susceptibles de faire avancer les investigations. Alors que cette affaire commençait à prendre forme, une autre dynamique, plus discrète mais tout aussi lourde de conséquences, se développait en parallèle dans les couloirs du commissariat. Jeanne Beaulieu, désormais confrontée aux conséquences de ses actes, avançait sous escorte avec une attitude fermée, presque détachée, comme si elle s'était déjà résignée à son sort. Pourtant, derrière cette apparente maîtrise, ses paroles laissaient entrevoir une violence intérieure intacte, dirigée notamment vers Nathalie, qu'elle rejetait avec une froideur implacable. La confrontation entre les deux femmes, bien que brève, révéla une tension extrême, marquée par un profond déséquilibre émotionnel. Jeanne, dans une posture de rejet total, refusa toute forme de dialogue et réduisit Nathalie à une insignifiance totale, la qualifiant implicitement d'élément sans importance dans son parcours. Cette attitude, loin d'apaiser la situation, accentua le malaise et la douleur de Nathalie, qui ne pouvait comprendre une telle hostilité. Plus troublant encore, Jeanne laissa entendre que l'argent serait à l'origine d'un malheur futur,
une déclaration ambiguë qui résonna comme une menace implicite et ajouta une dimension supplémentaire à la tension déjà existante. Pendant que ces tensions humaines se déployaient dans l'ombre de l'enquête, un autre personnage poursuivait sa tentative de reconstruction personnelle, sans se douter que son destin allait bientôt être lié à cette affaire. Jérémy Loubet, récemment revenu à Montpellier, s'efforçait de redonner un sens à sa vie après une période marquée par des erreurs qu'il reconnaissait lui-même. Son installation dans un nouveau studio et son implication dans l'enseignement universitaire témoignaient d'une volonté sincère de repartir sur des bases plus solides, en se rendant utile et en adoptant une posture plus responsable. Cependant, malgré ses efforts, les traces du passé restaient visibles dans ses relations, notamment avec Paloma, dont l'attitude distante révélait une rupture encore vive. Leur échange, bien que bref, mit en évidence une incompréhension persistante et une incapacité à renouer un lien qui semblait définitivement altéré. Cette situation renforçait chez Jérémy le sentiment que la reconstruction personnelle ne dépendait pas uniquement de sa volonté, mais aussi de la capacité des autres à accepter son changement, ce qui, dans son cas, semblait encore loin d'être acquis. Alors qu'il tentait de se projeter dans un avenir plus stable, les éléments de l'enquête sur la mort d'Isor évoluaient dans une direction inattendue. Les investigations menées par la police commencèrent à révéler des connexions qui, jusque-là, n'avaient pas été envisagées, et parmi ces liens émergents, celui reliant directement la victime à Jérémy apparut progressivement comme un élément central. Cette révélation, encore en cours de confirmation, allait profondément modifier la perception de l'affaire, transformant une enquête déjà complexe en une situation personnelle pour celui qui, quelques instants auparavant, cherchait simplement à reconstruire sa vie. Sans qu'il en ait conscience, Jérémy se retrouvait désormais au cœur d'un dispositif qui le dépassait, pris dans une mécanique implacable où chaque détail de son passé et de son présent allait être scruté, analysé et potentiellement utilisé contre lui. Ainsi, tandis que la ville poursuivait son réveil dans une apparente normalité, les premières pièces d'un puzzle beaucoup plus sombre se mettaient en place, dessinant les contours d'une affaire où les apparences risquaient rapidement de voler en éclats, et où la vérité, encore enfouie, s'annonçait déjà difficile à accepter. Dans les heures qui suivirent la découverte du corps d'Isor, l'enquête prit une dimension plus dense, plus structurée, où chaque élément devait désormais s'inscrire dans une logique globale capable de faire émerger une vérité encore insaisissable. Le commissariat devint alors le centre névralgique de cette affaire naissante, un espace où les hypothèses se croisaient, se contredisaient parfois, mais où aucune piste ne pouvait être écartée sans avoir été rigoureusement examinée. Manu Léoni et Aude Ruiz entreprirent de reconstituer avec précision les dernières heures de la victime, en s'appuyant sur les premiers témoignages recueillis ainsi que sur les données disponibles. Cette phase, essentielle dans toute enquête, consistait à redonner vie à une chronologie interrompue, à comprendre où se trouvait Isor, avec qui elle avait été en contact, et surtout dans quel état d'esprit elle se trouvait avant sa disparition. Les premières informations confirmèrent qu'Isor menait une existence en apparence stable, rythmée par son travail universitaire et ses relations sociales relativement discrètes. Aucun élément évident ne venait appuyer l'hypothèse d'un geste désespéré, ce qui renforçait les doutes déjà exprimés par ses proches et obligeait les enquêteurs à approfondir la piste criminelle avec une attention accrue. Cependant, l'absence de signes extérieurs de violence continuait de compliquer l'analyse, car elle imposait d'envisager un acte potentiellement prémédité, exécuté sans laisser de traces visibles. Dans cette dynamique d'investigation, l'entourage proche de la victime devint naturellement une priorité. La meilleure amie d'Isor fut convoquée, et son témoignage apporta des éléments à la fois précieux et troublants. Elle décrivit une relation récente, encore fragile mais sincère, qu'Isor entretenait avec un homme dont elle parlait avec une certaine retenue, comme si elle-même n'était pas encore totalement prête à s'y abandonner. Cette relation, bien que récente, semblait importante pour la victime, ce qui introduisait une variable nouvelle dans l'équation. Parallèlement, la famille d'Isor, toujours sous le choc, maintenait fermement sa position, refusant de considérer la mort de leur fille comme un simple accident ou un suicide. Leur douleur se transformait peu à peu en une forme de détermination silencieuse, une volonté de voir la vérité émerger, quelle qu'elle soit. Cette posture influençait indirectement l'enquête, car elle rappelait en permanence aux policiers que derrière les hypothèses techniques se trouvait une réalité humaine impossible à ignorer. C'est dans ce contexte que Baker décida d'intensifier les investigations en élargissant le champ des recherches. L'idée d'un appel à témoins s'imposa comme une évidence stratégique, permettant de recueillir des informations extérieures susceptibles de révéler un détail passé inaperçu. En parallèle, une demande de perquisition fut envisagée afin d'examiner le domicile de la victime, dans l'espoir de découvrir des éléments concrets pouvant orienter l'enquête de manière plus décisive. Pendant que la machine judiciaire se mettait en marche,
une autre ligne narrative continuait de se développer en arrière-plan, renforçant le climat de tension générale. Dimitri, déjà fragilisé par ses précédentes affaires, se retrouvait confronté à une nouvelle complication avec la réception d'une citation à comparaître liée à la tentative de vol chez les Beaulieu. Cette convocation marquait un tournant pour lui, car elle signifiait que ses actes passés continuaient de produire des conséquences dont il ne pouvait se défaire aussi facilement qu'il l'espérait. Face à cette situation, Dimitri tenta de se convaincre qu'un changement était possible, affirmant vouloir abandonner définitivement les combines douteuses qui avaient jusque-là rythmé son existence. Pourtant, cette déclaration, bien qu'elle puisse paraître sincère, laissait planer un doute quant à sa capacité réelle à rompre avec ses anciennes habitudes. Claudine Baker, qui assurait sa défense, ne pouvait ignorer les incohérences de son discours, d'autant plus que ses dettes continuaient de s'accumuler, rendant sa situation financière de plus en plus instable. Cette tension entre volonté de changement et réalité des faits renforçait l'impression que certains personnages restaient prisonniers de leurs propres contradictions, incapables de s'extraire totalement des mécanismes qui les avaient conduits là où ils se trouvaient. Cette idée, bien qu'indirecte, faisait écho à l'enquête en cours, où la question de la responsabilité individuelle se posait avec une intensité croissante. Dans le même temps, au commissariat, une autre procédure suivait son cours, liée cette fois à Jeanne Beaulieu, dont les aveux avaient été confirmés comme authentiques. Cette validation apportait une forme de clôture à une partie de l'affaire précédente, mais elle ouvrait également de nouvelles interrogations, notamment concernant les personnes impliquées de près ou de loin dans cette histoire. Une perquisition à son domicile fut programmée, accompagnée de l'audition de Lucas, afin de vérifier l'étendue réelle de son implication. Cette accumulation de procédures, loin d'apaiser le climat général, contribuait à créer une atmosphère de plus en plus oppressante, où chaque personnage semblait évoluer sous le poids d'un passé qui refusait de disparaître. Les affaires s'entremêlaient, les responsabilités se croisaient, et la frontière entre les différents dossiers devenait de plus en plus floue, comme si tout était lié d'une manière encore invisible. Au cœur de cette complexité grandissante, un élément restait en suspens, prêt à faire basculer l'ensemble de l'enquête. La relation sentimentale d'Isor, mentionnée lors du témoignage de sa meilleure amie, n'avait pas encore été officiellement confirmée dans les dossiers, mais elle représentait déjà un point d'attention majeur pour les enquêteurs. Dans ce type d'affaires, les relations personnelles de la victime constituaient souvent une clé essentielle pour comprendre les motivations éventuelles derrière un acte criminel. C'est précisément à ce moment que les premières vérifications commencèrent à établir un lien direct entre cette relation et un nom déjà connu dans un autre contexte. Celui de Jérémy Loubet. Cette information, encore partielle mais suffisamment significative, introduisit une tension nouvelle dans l'enquête, car elle impliquait une personne qui, bien que cherchant à reconstruire sa vie, portait déjà le poids d'un passé compliqué. La coïncidence pouvait sembler troublante, mais dans le cadre d'une enquête, elle ne pouvait être ignorée. À cet instant précis, l'affaire changea subtilement de nature. Ce qui n'était encore qu'une enquête ouverte sur une mort suspecte commençait à se transformer en une investigation ciblée, où les liens personnels devenaient des éléments centraux de compréhension. La figure de Jérémy, jusqu'alors extérieure à cette histoire, se rapprochait progressivement du cœur du problème, sans qu'il en ait encore conscience. Ainsi, tandis que les pièces du puzzle continuaient de s'assembler lentement, une évidence commençait à émerger dans l'esprit des enquêteurs. La vérité, quelle qu'elle soit, ne pourrait être atteinte qu'en explorant en profondeur les relations les plus intimes de la victime, celles qui, souvent, dissimulent les tensions les plus invisibles mais aussi les plus déterminantes. Et dans ce jeu d'ombre et de révélations à venir, Jérémy s'apprêtait, sans le savoir, à franchir une ligne dont il ne pourrait plus revenir indemne. À mesure que l'enquête avançait, une évolution profonde et progressive se dessinait dans la manière dont les faits étaient interprétés, car ce qui relevait initialement d'une incertitude diffuse commençait désormais à s'organiser autour d'axes plus précis, où les relations humaines prenaient une place centrale et déterminante. L'affaire liée à la mort d'Isor cessait ainsi d'être une simple énigme à résoudre pour devenir un ensemble complexe de connexions, dans lequel chaque détail personnel pouvait influencer la compréhension globale de la situation. Dans ce contexte, Manu Léoni et Aude Ruiz poursuivaient leur travail avec une attention renforcée, intégrant chaque nouvel élément dans une construction méthodique visant à restituer la cohérence des événements ayant précédé le drame. Leur approche reposait sur une accumulation progressive de faits, de témoignages et de vérifications, permettant peu à peu de dresser un portrait plus nuancé de la victime, au-delà de l'image initiale d'une femme discrète et sans histoire. Les informations recueillies confirmaient qu'Isor menait une existence relativement stable, structurée autour de son activité universitaire et de relations sociales mesurées,
ce qui rendait toute hypothèse de rupture brutale avec la réalité difficile à envisager. Les témoignages convergents de ses collègues et de son entourage soulignaient une personnalité équilibrée, investie dans son travail et dépourvue de comportements à risque, ce qui renforçait l'idée que sa mort ne pouvait être réduite à un acte volontaire ou à un simple accident. Parallèlement, l'analyse des échanges personnels d'Isor permit d'établir de manière plus précise l'existence d'une relation sentimentale récente, encore peu connue de son entourage, mais qui semblait occuper une place importante dans sa vie. Cette relation, bien que discrète, constituait désormais un élément structurant de l'enquête, car elle introduisait une dimension affective susceptible d'éclairer certains aspects encore obscurs de l'affaire. Lorsque l'identité de l'homme concerné fut confirmée, l'impact de cette information ne résida pas tant dans son caractère inattendu que dans les implications qu'elle entraînait. Il apparut en effet que cet homme n'était autre que Jérémy Loubet, une personne déjà connue dans un autre contexte et dont la situation personnelle était elle-même marquée par une volonté récente de reconstruction. Cette révélation modifia profondément l'équilibre de l'enquête, car elle introduisait un lien direct entre la victime et un individu dont le passé et la position familiale ne pouvaient être ignorés. Le fait que Jérémy soit le neveu de Baker ajoutait une dimension supplémentaire à la complexité de la situation, en créant une zone de tension où les impératifs professionnels et les liens personnels risquaient d'entrer en collision. Face à cette configuration délicate, Baker adopta une posture d'une rigueur absolue, conscient que la crédibilité de l'enquête dépendait de sa capacité à maintenir une neutralité irréprochable. Cette exigence impliquait non seulement de ne montrer aucun signe de favoritisme, mais également d'accepter que son propre entourage puisse être soumis aux mêmes procédures que n'importe quel autre individu impliqué dans une affaire criminelle. Pendant ce temps, Jérémy poursuivait son quotidien sans avoir encore conscience de l'évolution de la situation, évoluant dans un environnement qu'il tentait de stabiliser après une période marquée par des erreurs qu'il reconnaissait lui-même. Son installation dans un nouveau logement et son engagement dans une activité universitaire traduisaient une volonté sincère de reconstruire une trajectoire plus cohérente, fondée sur la responsabilité et l'utilité sociale. Cette démarche, bien qu'encourageante, restait fragile, car elle dépendait en grande partie du regard que les autres portaient sur lui, et certaines relations, notamment avec Janet, continuaient de refléter une méfiance persistante. Le dîner organisé par Baker mit en évidence cette tension latente, révélant un équilibre précaire entre reconnaissance des efforts de Jérémy et incapacité à oublier les conséquences de ses actes passés. Dans ce cadre, chaque interaction prenait une signification particulière, car elle traduisait à la fois une tentative de réconciliation et une difficulté à tourner définitivement la page. Jérémy, en reconnaissant ses erreurs, cherchait à instaurer un dialogue apaisé, mais cette démarche se heurtait à des ressentiments encore présents, qui limitaient la portée de ses efforts. Parallèlement à ces dynamiques personnelles, l'enquête poursuivait son avancée, et les éléments recueillis continuaient de converger vers une implication potentielle de Jérémy dans la compréhension des événements liés à la mort d'Isor. Cette convergence ne constituait pas encore une preuve, mais elle suffisait à orienter l'attention des enquêteurs vers lui, transformant progressivement son statut d'individu extérieur en celui de personne directement concernée par l'affaire. Cette évolution introduisait une tension croissante, car elle signifiait que la prochaine étape de l'enquête passerait inévitablement par son audition, moment charnière où il devrait confronter sa version des faits à celle reconstruite par les enquêteurs. La question n'était plus de savoir si cette confrontation aurait lieu, mais dans quelles conditions elle se déroulerait et quelles conséquences elle entraînerait. Ainsi, sans qu'aucun événement spectaculaire ne vienne marquer ce tournant, la situation évoluait vers un point de bascule, où les trajectoires individuelles et les exigences de l'enquête allaient se rejoindre de manière inévitable. Jérémy, encore protégé par une forme d'ignorance temporaire, se trouvait déjà au cœur d'un dispositif qui allait progressivement réduire son espace de manœuvre, jusqu'à le placer face à une réalité dont il ne pourrait plus se détourner. Dans cette progression lente mais inexorable, l'affaire révélait sa véritable nature, non pas comme une succession d'événements isolés, mais comme un enchaînement de décisions, de relations et de conséquences, où chaque élément trouvait sa place dans un ensemble plus vaste. Et au centre de cette mécanique, désormais, la figure de Jérémy s'imposait comme un point de convergence incontournable, annonçant une suite où les apparences allaient être mises à l'épreuve avec une intensité croissante. À ce stade de l'enquête, une tension plus dense et plus perceptible s'installait dans chaque espace où l'affaire était évoquée, car les éléments accumulés commençaient à produire un effet de convergence difficile à ignorer, donnant l'impression que les contours de la vérité se rapprochaient sans pour autant se laisser encore saisir complètement. Cette phase, souvent la plus délicate dans une investigation, exigeait des enquêteurs une rigueur constante,
car le moindre biais d'interprétation pouvait orienter l'ensemble dans une direction erronée. Dans cette dynamique, Manu Léoni et Aude Ruiz poursuivaient leur travail d'analyse en croisant les témoignages avec les éléments matériels recueillis sur la scène, cherchant à identifier des incohérences ou des points de rupture susceptibles d'indiquer une intervention extérieure. L'absence de traces visibles de violence continuait de constituer un obstacle majeur, car elle imposait d'envisager des scénarios où l'acte aurait été commis avec une maîtrise suffisante pour ne laisser que peu d'indices, ce qui renforçait l'hypothèse d'un geste réfléchi plutôt que impulsif. Dans le même temps, l'audition de la meilleure amie d'Isor prenait une importance croissante, car son témoignage, au-delà de l'émotion qu'il contenait, offrait une perspective plus intime sur l'état d'esprit de la victime. Elle décrivait une relation naissante, marquée par une certaine réserve, mais également par une forme d'espoir, ce qui rendait difficilement compatible l'idée d'un passage à l'acte désespéré. Cette contradiction apparente entre la stabilité émotionnelle décrite et l'issue tragique de la situation renforçait la nécessité d'explorer en profondeur les circonstances entourant cette relation. Par ailleurs, les décisions prises par Baker continuaient de structurer l'avancée de l'enquête, notamment à travers la mise en place d'un appel à témoins et la préparation d'une perquisition visant à explorer le cadre de vie d'Isor. Cette stratégie, à la fois préventive et proactive, visait à multiplier les sources d'informations afin de réduire l'incertitude globale, tout en évitant de se focaliser prématurément sur une seule hypothèse. Cependant, derrière cette organisation apparente, une réalité plus sensible se dessinait progressivement, car l'implication potentielle de Jérémy Loubet ne pouvait plus être considérée comme un simple élément secondaire. Le fait qu'il soit à la fois lié à la victime sur le plan personnel et rattaché à Baker par un lien familial créait une situation particulièrement délicate, dans laquelle chaque décision devait être prise avec une vigilance accrue afin d'éviter toute interprétation biaisée. Baker, conscient de cette complexité, maintenait une distance stricte dans la gestion du dossier, mais cette posture, bien qu'indispensable, ne suffisait pas à effacer la tension sous-jacente qui s'installait progressivement. Le poids de cette situation se faisait sentir non seulement dans ses décisions, mais également dans la manière dont ses collaborateurs percevaient l'évolution de l'enquête, chacun comprenant que l'affaire prenait désormais une dimension personnelle. Pendant ce temps, Jérémy continuait d'évoluer dans un cadre qu'il tentait de stabiliser, sans percevoir encore l'ampleur de ce qui se préparait autour de lui. Son quotidien, organisé autour de ses cours et de son installation récente, lui donnait l'illusion d'un retour à une forme de normalité, même si certaines tensions persistaient dans ses relations, notamment avec Janet, dont la réserve constante rappelait que le passé ne pouvait être totalement effacé. Le dîner organisé chez Baker, qui aurait pu constituer un moment de rapprochement, révéla en réalité la persistance de ces fractures invisibles. L'atmosphère, marquée par une politesse contenue, laissait transparaître une gêne difficile à dissiper, où chaque parole semblait peser, chaque silence chargé de sous-entendus. Jérémy, en adoptant une attitude humble et en reconnaissant ses erreurs, cherchait à apaiser les tensions, mais cette démarche se heurtait à une méfiance encore trop présente pour permettre une véritable réconciliation. Cette scène, en apparence anodine, prenait une résonance particulière dans le contexte de l'enquête, car elle mettait en évidence la fragilité de la position de Jérémy, coincé entre une volonté sincère de changement et un environnement qui continuait de le définir à travers ses fautes passées. Cette fragilité devenait d'autant plus préoccupante que les éléments de l'enquête continuaient de converger vers lui, transformant progressivement sa situation personnelle en enjeu judiciaire. Au commissariat, les discussions se faisaient plus précises, plus ciblées, et la question de l'audition de Jérémy s'imposait désormais comme une étape incontournable. Cette décision, bien que logique dans le cadre de l'enquête, impliquait des conséquences importantes, car elle marquait le passage d'un statut périphérique à une implication directe dans le dossier. Dans le même temps, une autre tension persistait en arrière-plan, liée aux conséquences de l'affaire Jeanne Beaulieu, dont les répercussions continuaient d'influencer l'atmosphère générale. La perquisition prévue à son domicile et l'audition de Lucas s'inscrivaient dans une volonté de clore certains aspects de cette affaire, mais elle rappelait également que les différentes intrigues restaient interconnectées, contribuant à un climat global de méfiance et d'incertitude. Cette superposition de dossiers, loin de simplifier la situation, renforçait l'impression que chaque personnage évoluait dans un environnement instable, où les conséquences des actes passés continuaient de produire des effets inattendus. Dans ce contexte, la frontière entre responsabilité individuelle et enchaînement des événements devenait de plus en plus difficile à définir. Ainsi, alors que l'enquête sur la mort d'Isor entrait dans une phase décisive, une évidence s'imposait progressivement, le temps de l'observation touchait à sa fin, et celui de la confrontation approchait inévitablement. Jérémy, encore protégé par une ignorance temporaire, se trouvait déjà à la veille d'un basculement,
où chaque réponse qu'il apporterait pourrait soit éclaircir la situation, soit l'enfoncer davantage dans une position de suspect. Dans cette progression silencieuse mais implacable, l'affaire révélait toute sa complexité, car elle ne se limitait plus à la recherche d'un responsable, mais impliquait une remise en question plus large des relations, des choix et des conséquences qui avaient conduit à ce point. Et au cœur de cette mécanique, désormais, la figure de Jérémie apparaissait comme un élément central, annonçant une suite où la vérité, quelle qu'elle soit, ne pourrait être révélée sans provoquer des répercussions profondes. À ce stade de l'enquête, une forme de tension contenue s'était installée durablement au sein du commissariat, comme si chaque élément accumulé au fil des heures contribuait à resserrer lentement l'étau autour d'une vérité encore incomplète, mais désormais suffisamment structurée pour orienter les décisions à venir. L'affaire Izor ne relevait plus d'une simple phase exploratoire, car les liens identifiés imposaient désormais une avancée plus directe, où les personnes impliquées devaient être confrontées aux faits. Dans cette logique, Manu Léoni et Aude Ruiz poursuivaient leur travail avec une rigueur méthodique, en consolidant chaque information recueillie afin de préparer une étape décisive, celle de l'audition des personnes directement liées à la victime. Les éléments matériels, bien que limités, s'articulaient désormais avec les témoignages pour former une base suffisamment solide pour justifier des interrogatoires plus ciblés. L'analyse du profil d'Izor continuait de confirmer une cohérence troublante entre son mode de vie et les témoignages recueillis, ce qui rendait toute hypothèse de rupture volontaire difficile à soutenir sur le long terme. Cette stabilité apparente renforçait la nécessité d'explorer les interactions récentes de la victime, en particulier celles qui pouvaient avoir introduit une tension ou un déséquilibre dans son quotidien. C'est dans ce contexte que la relation sentimentale récemment identifiée prit une importance encore plus centrale, car elle constituait l'un des rares éléments susceptibles d'expliquer une évolution soudaine dans la trajectoire d'Izor. Le fait que cette relation soit récente, encore en construction, introduisait une dimension d'incertitude émotionnelle qui pouvait, dans certains cas, être à l'origine de conflits invisibles mais déterminants. Le nom de Jérémie Loubet, désormais clairement associé à cette relation, ne pouvait plus être ignoré dans le cadre de l'enquête. Cette identification ne constituait pas en soi une preuve d'implication, mais elle suffisait à faire de lui une personne incontournable dans la reconstitution des faits, ce qui impliquait nécessairement qu'il soit entendu dans les plus brefs délais. Au sein de l'équipe, cette perspective fut abordée avec prudence, car la situation présentait une sensibilité particulière en raison du lien familial entre Jérémie et Baker. Cette configuration imposait une vigilance accrue dans la gestion de l'enquête, afin d'éviter toute interprétation susceptible de remettre en cause son impartialité. Baker, pleinement conscient de cet enjeu, maintenait une position ferme, laissant à ses équipes la responsabilité opérationnelle des décisions, tout en veillant à ce que les procédures soient respectées avec la plus grande rigueur. Pendant ce temps, Jérémie continuait d'avancer dans son quotidien avec une forme de sérénité fragile, fondée sur l'idée qu'il avait entamé un processus de reconstruction sincère. Son engagement auprès des étudiants, ainsi que son installation récente, témoignaient d'un effort réel pour stabiliser sa situation et redonner du sens à son parcours. Cette dynamique positive, bien que réelle, reposait toutefois sur un équilibre précaire, car elle ne prenait pas encore en compte les éléments extérieurs en train de se mettre en place autour de lui. Les tensions persistantes avec Janet continuaient d'illustrer les limites de cette reconstruction, en rappelant que le passé ne pouvait être effacé par la seule volonté de changer. Cette distance, maintenue malgré les efforts de Jérémie, constituait une forme de rappel constant des conséquences de ses actes, mais elle ne suffisait pas à anticiper l'ampleur du bouleversement qui s'annonçait. Au commissariat, la décision d'organiser une audition de Jérémie s'imposait désormais comme une étape incontournable, non seulement pour clarifier les circonstances de sa relation avec Izor, mais également pour vérifier la cohérence de son emploi du temps et de ses déplacements au moment des faits. Cette procédure, bien qu'inscrite dans une logique standard d'enquête, marquait un tournant dans l'implication de Jérémie, car elle le faisait passer d'un rôle indirect à une position centrale dans l'analyse des événements. Dans le même temps, les investigations parallèles continuaient de produire leurs effets, notamment à travers les procédures liées à Jeanne Beaulieu, dont la situation judiciaire contribuait à maintenir un climat général de tension. La perquisition de son domicile et les auditions associées s'inscrivaient dans une volonté de clore certains aspects de cette affaire, mais elles rappelaient également que les différentes intrigues restaient interconnectées, créant un environnement où les responsabilités se superposaient sans toujours se distinguer clairement. Cette superposition d'événements renforçait l'impression que chaque personnage évoluait dans un système où les conséquences des actes passés continuaient d'influencer le présent, parfois de manière indirecte mais toujours significative. Dans ce contexte, la notion de hasard devenait de plus en plus difficile à soutenir,
car les liens identifiés suggéraient une logique sous-jacente encore partiellement dissimulée. Ainsi, à mesure que les éléments s'ordonnaient, une certitude s'imposait progressivement au sein de l'équipe d'enquête. L'audition de Jérémy ne serait pas une simple formalité, mais un moment clé susceptible de faire évoluer l'ensemble du dossier. Les réponses qu'il apporterait pourraient soit confirmer certaines hypothèses, soit en ouvrir de nouvelles, modifiant ainsi la trajectoire de l'enquête de manière significative. Dans cette attente, le temps semblait se contracter autour de cette échéance, créant une tension silencieuse où chaque préparation prenait une importance particulière. Jérémy, encore extérieur à cette dynamique, se trouvait pourtant déjà au centre d'un processus qui allait bientôt l'obliger à faire face à des questions dont il ne mesurait pas encore la portée. Et dans cette progression lente mais inévitable, l'affaire révélait une nouvelle fois sa complexité, en montrant que la vérité ne se dévoilait jamais d'un seul coup, mais se construisait à travers une succession d'étapes où chaque révélation redéfinissait les contours de ce que l'on croyait comprendre. À l'approche de l'audition de Jérémy Loubet, une forme de gravité particulière s'imposa progressivement dans le déroulement de l'enquête, comme si tous les éléments accumulés jusqu'ici convergeaient vers ce moment précis, où les faits, les suppositions et les réalités personnelles allaient devoir se confronter directement. Cette phase marquait une transition essentielle, car elle ne consistait plus seulement à observer ou analyser, mais à engager un dialogue susceptible de faire émerger des contradictions ou, au contraire, de consolider certaines hypothèses. Au commissariat, Manu Léoni et Aude Ruiz finalisaient la préparation de cette audition avec une attention particulière, en structurant les questions de manière à reconstituer avec précision les liens entre Jérémy et Isor, ainsi que le contexte exact dans lequel leur relation s'était développée. L'objectif n'était pas uniquement d'obtenir des réponses, mais de comprendre les nuances, les non-dits et les éventuelles zones d'ombre qui pourraient apparaître au fil de l'échange. Dans le même temps, Baker maintenait une distance volontaire avec cette étape, conscient que sa position personnelle pouvait interférer avec la perception de l'enquête. Cette retenue, bien qu'exigeante sur le plan humain, constituait une garantie nécessaire pour préserver la crédibilité du processus, même si elle ne suffisait pas à effacer la tension sous-jacente qui accompagnait désormais chaque décision. Lorsque Jérémy fut finalement convoqué, la réalité de la situation commença à se matérialiser pour lui, transformant ce qui n'était jusque-là qu'une vie en reconstruction en une confrontation directe avec un événement qu'il n'avait pas anticipé. Son arrivée au commissariat ne fut pas marquée par un geste spectaculaire, mais par une forme de retenue, presque instinctive, comme s'il percevait déjà, sans en connaître les détails, que quelque chose échappait à son contrôle. L'audition débuta dans un cadre formel, structuré, où chaque question visait à établir une chronologie précise des faits. Jérémy évoqua sa relation avec Isor, la décrivant comme récente, encore fragile, mais sincère, sans conflit apparent ni tension particulière. Cette description, cohérente avec les témoignages recueillis, ne permettait pas à elle seule d'orienter l'enquête de manière décisive, mais elle constituait un point de départ indispensable pour approfondir l'analyse. À mesure que les questions se précisaient, la nécessité de vérifier ses déplacements et ses activités au moment des faits s'imposa comme une étape incontournable. Cette vérification, bien qu'elle s'inscrive dans une procédure classique, introduisait une pression supplémentaire, car elle impliquait une confrontation entre les déclarations de Jérémy et les éléments objectifs dont disposaient les enquêteurs. Dans cet échange, aucune contradiction majeure n'émergea immédiatement, mais l'absence de certitude claire maintenait l'enquête dans une zone d'incertitude où chaque détail devait être examiné avec une attention accrue. Cette situation, à la fois frustrante et révélatrice, soulignait la complexité de l'affaire, où la vérité ne pouvait être atteinte sans une accumulation patiente de vérifications et de recoupements. Pendant ce temps, en arrière-plan, les autres procédures continuaient de suivre leur cours, notamment celle liée à Jeanne Beaulieu, dont la présence persistante dans les affaires judiciaires contribuait à maintenir un climat global de tension. Ses paroles à l'égard de Nathalie, évoquant un malheur à venir lié à l'argent, résonnaient encore comme une ombre diffuse, rappelant que les conséquences des événements passés pouvaient continuer à influencer le présent de manière imprévisible. Dans ce contexte, l'enquête sur la mort d'Isor apparaissait de plus en plus comme un point de convergence, où plusieurs trajectoires individuelles se croisaient sans encore révéler pleinement leur logique commune. Cette complexité, loin de ralentir l'avancée des investigations, imposait au contraire une vigilance accrue, car elle suggérait que la vérité ne se limiterait pas à une explication simple ou immédiate. À l'issue de cette première audition, une certitude s'imposait néanmoins. Jérémy ne pouvait plus être considéré comme un simple témoin périphérique. Son lien avec la victime, ainsi que sa position dans l'enquête, le plaçait désormais au centre d'une dynamique où chaque élément le concernant allait être examiné avec une attention particulière.
Ainsi, ce qui avait commencé comme une tentative de reconstruction personnelle se transformait progressivement en une épreuve où Jérémy devait faire face non seulement au regard des autres, mais aussi à une réalité judiciaire dont il ne maîtrisait plus les contours. Cette évolution marquait un tournant, non seulement pour lui, mais pour l'ensemble des protagonistes impliqués, car elle annonçait une suite où les révélations à venir pourraient redéfinir les équilibres établis. Dans cette progression lente mais implacable, l'affaire révélait une fois de plus que la vérité ne se dévoilait jamais de manière linéaire, mais qu'elle se construisait à travers une succession de confrontations, de doutes et de vérifications, où chaque réponse apportée ouvrait la porte à de nouvelles questions. Et tandis que Montpellier poursuivait son rythme quotidien, indifférente en apparence à ce qui se jouait dans l'ombre, une tension persistante continuait de croître autour de cette enquête, annonçant que les révélations à venir ne laisseraient aucun des protagonistes indemne.